dans les derniers moments de cette journée. C'est sans doute un des moments les plus importants, parce qu'on va parler, on va utiliser des mots qui fâchent, on va aborder la question de la décroissance, qui est une question essentielle, qu'on n'a pas du tout voulu aborder au cours des décennies passées, alors que les théories existaient. Aujourd'hui, le mot devient de moins en moins un gros mot, et ça devient vraiment quelque chose de très sérieusement abordé. On parle de sobriété de plus en plus aujourd'hui. Je propose à notre ami Arnaud Sora de nous rejoindre pour aborder cette question de la décroissance. Merci de l'applaudir. Voilà le PowerPoint. D'abord, je vais m'excuser parce que j'ai peur d'être un peu brouillon. Parce que pour tout vous dire, au début, je ne devais pas préparer de diaporama, de présentation. Après, je me suis dit, oh, ça peut être intéressant. Et puis, j'ai pris beaucoup de notes. Et donc, j'aimerais bien aussi réagir un petit peu à ce qui s'est passé, comme c'est un moment de clôture. Donc, je vais peut-être basculer d'une partie à l'autre. D'abord, vous dire deux mots d'où je parle. Donc, moi, je suis maître de conférence associé à mi-temps à l'Université de Poitiers sur le Master Management du Sport en STAPS. J'ai un autre mi-temps où j'ai d'autres activités. Avant ça, j'ai travaillé pendant 10 ans au comité olympique, à la fois au niveau départemental, régional et un petit peu aussi au CNESF. Je suis sportif et je fais de la compétition. Je vous dis ça pour me protéger sur la suite de ce que je vais vous dire tout à l'heure. Je vais placer ma présentation avec 4 mots-clés. J'en ai rajouté un. Contradiction, on en a parlé. Je vais revenir un petit peu dessus. Radicalité. Parce que je pense que l'état des lieux, des informations qu'on a sur l'environnement fait qu'on a une nécessité d'être beaucoup plus radicaux. Finalité, c'était l'objet d'une réflexion que j'ai pu mener samedi dernier à Créteil, à la Maison du Handball, avec des responsables de clubs, de comités départementaux, de ligues et la Fédération française de handball, avec qui je travaille beaucoup. Et responsabilité, parce que je vais vous en parler en tant qu'enseignant, c'est l'objet de la présentation, et je vais vous en parler aussi pour le sport. Parce que j'ai une bonne nouvelle, c'est que pour moi, le problème n'est pas le sport, le problème c'est l'organisation de notre société. Certains en ont déjà aussi parlé de tout à l'heure. J'ai une moins bonne nouvelle, c'est que le sport est dans la société, donc fait partie aussi du problème. Et je finirai, j'espère tout à l'heure, par une bonne nouvelle. Je pense qu'il faudrait finir par une note positive. Je pense qu'une partie du sport fait partie de la solution. Et vous verrez, je le placerai évidemment sur l'économie sociale et solidaire, chose qu'on revendique assez peu. Je suis en train d'appuyer sur tous les boutons en même temps. Comme ça, vous avez tout vu. Enseigner la décroissance en sport, je ne parle pas de la décroissance du sport. En général, je parle de management du sport en ce qui me concerne dans un monde en décroissance. Mais dans un certain nombre de cas, je pense que le sport sera concerné aussi par la décroissance. Un certain nombre d'acteurs, je pense au Shift Project, disent qu'au-delà des volontés politiques, on est déjà sur une partie de décroissance, notamment sur les flux physiques. Donc de toute façon, qu'on le veuille ou non, on ira. Reste à savoir si on a envie d'y aller et d'anticiper ça pour que ça soit moins désagréable. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a des gens sérieux dans ce monde, y compris en France, qui en septembre 2024 arrivent à poser ce type de questions-là. Je ne me moque pas de ce monsieur que je ne connais pas. Sur Cerficanal, alors c'est un peu mon YouTube des sciences de gestion, donc j'apprécie beaucoup, il y a plein de choses extrêmement intéressantes. Tapez Anthropocène sur Cerficanal et vous verrez des enseignants-chercheurs répondre à des questions sur des vidéos d'une dizaine de minutes qui sont absolument passionnants et je m'en sers très régulièrement. Néanmoins, il y a des gens qui arrivent à écrire cette question-là en 2024 et ça me pose réellement question et c'est pour ça que je veux vous parler de décroissance. Il y a des gens qui arrivent à écrire « Peut-on sacrifier la croissance pour sauver la planète ?»
La seule réponse que j'ai envie de proposer à ce type de questions, c'est qu'est-ce qu'on fait de la croissance quand on n'a plus de planète? J'ai du mal à concevoir qu'on puisse tenir 10 minutes sur cette question-là, mais a priori, ça reste encore possible. C'est pour vous montrer à quel point je pense qu'on a une sorte d'addiction à un certain nombre de phénomènes dans la société de manière générale, et du coup aussi un peu dans le sport, et on va y revenir. Peut-être de manière un peu provocante, et j'ai essayé de suivre dans le train, je suis désolé parce que je suis arrivé tard, à 11h seulement quand Christophe intervenait, mais j'ai essayé de suivre dans le train depuis Poitiers toutes les interventions, mais ça ne marchait pas toujours. Et puis j'étais pas là hier, et donc voilà, je suis peut-être moins légitime pour faire cette clôture-là que d'autres personnes. Je suis aussi moins légitime parce que c'est des questions qui me touchent depuis moins longtemps qu'un certain nombre d'entre vous, et je ne suis pas aussi au quotidien sur ces questions-là, sur ce que vous avez pu présenter, et qui va évidemment dans le bon sens. Néanmoins, je pose un regard critique, notamment sur la question du développement durable. Pourquoi? Parce que je me dis, c'est un peu schématisé ici, que peu importe la route, si la destination n'est pas la bonne, effectivement, c'est peut-être un peu moins mal, mais ça veut dire qu'on fait mieux ce qu'il ne faut plus faire. Et donc, si dans le développement durable, la destination, c'est encore le développement, et vous voyez bien qu'aujourd'hui, la définition qu'on donne du développement, elle est très économique, eh bien, ça pose un certain nombre de problèmes. Donc, oui, le développement durable, c'est moins mal, mais ce n'est pas encore mieux. Et donc ça va nous poser question aussi dans notre rôle d'influenceur dans le champ du sport. Pourquoi je vous parle de ça? Moi, enseignant-chercheur à l'Université de Poitiers, et pourquoi j'ai été touché de manière un peu plus forte depuis que je suis enseignant, c'est les étudiants, c'était Agrotech Paris, mais vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux, mais je me suis dit un jour, mes étudiants en master management du sport viendront me voir en me disant « Merci beaucoup, monsieur Soroy, peut-être que vous nous avez bien formés, peut-être qu'ils me diront ça, je serais heureux, mais est-ce qu'il ne faut plus faire ?» Et je me dis, est-ce que je dois former des étudiants à faire ce qui va nuire à la qualité de vie de mes filles dans quelques années, peut-être moi aussi. Et donc ça me pose question en tant qu'enseignant et évidemment en tant que parent, comme un certain nombre d'entre vous. Et si j'étais assez mal à l'aise pour vous parler de ça il y a encore quelques temps, en participant au congrès de la Société savante de management du sport à Dijon, en décembre dernier, on a écrit un article avec un collègue de l'IA de Poitiers et un ancien STAPS, Bastien Violet, sur les formations en management du sport en STAPS à l'ère de l'Anthropocène. Avant de le présenter, je n'étais pas très à l'aise. Je me dis, je vais parler de décroissance devant des enseignants-chercheurs en management du sport. On représente un peu la branche sport-business, si on veut faire court dans les STAPS, et un peu caricatural. Guillaume Baudet était là tout à l'heure. Et en fait, j'étais à l'aise très vite. C'est-à-dire que je me rends compte que, globalement, les gens savent. Les gens savent où est-ce qu'on devrait, où est-ce qu'on pourrait, mais où est-ce qu'on devrait surtout placer le curseur. J'en veux pour preuve que dans l'introduction de cette première journée de ce congrès, on a parlé du développement, et c'était quelqu'un de l'INRAE qui est venu, c'était pas un enseignant-chercheur en management du sport, on a parlé de développement de bassins de surf artificiels dans les Landes et de la catastrophe écologique que ça pouvait être pour le territoire. Évidemment, pour le climat, on parle beaucoup, mais heureusement, on en a parlé cet après-midi, mais aussi pour la biodiversité, enfin, pour toutes les limites planétaires. C'est peut-être ça qu'il faut qu'on prenne conscience dans la sensibilisation et dans la formation, c'est qu'on a encore du chemin à faire pour connaître le niveau de gravité de la situation. Peut-être qu'on parle trop de climat. Alors c'est bien parce que pour nos têtes d'ingénieurs ou nos têtes de scientifiques, c'est assez facile à comprendre. On a des tonnes de CO2, etc. On fait des bilans carbone. Il y a d'autres secteurs qui sont aussi importants et peut-être qu'on a du mal à concevoir à quel point les abeilles, ça fait sourire, ou les vers de terre, ça peut faire sourire, mais à quel point ils ont un rôle capital pour nous. Donc il faut prendre conscience de toutes ces limites planétaires et pas que du climat. Et donc on a parlé de ça, et puis on a enchaîné après, et je vais y aller directement, avec les JO Paris, pardon, pas Paris 2030, mais les JO de 2030. Et finalement dans la communauté, il y avait un regard extrêmement critique sur l'organisation de ces Jeux Olympiques. Donc le lendemain, c'était plus facile pour moi de dire est-ce qu'on doit continuer à former des étudiants à bien mettre en place et développer des piscines ou des bassins de surf artificiels partout et à organiser des Jeux Olympiques si on considère qu'aujourd'hui, ce n'est pas le sens de l'histoire en les formant comme ça.
Vous voyez, donc ça pose un certain nombre de problèmes. Je vous ai dit d'autant plus que j'ai travaillé au comité olympique, donc je peux me couper aussi d'un certain nombre de mes collègues sur ces sujets-là. Alors, pour certains, Christophe reconnaîtra un de ses collègues et directeur scientifique des études économiques du Centre de droit et d'économie du sport de Limoges, c'est un des plus grands économistes du sport qu'on ait en France, qui serait plus légitime que moi pour vous parler de décroissance dans le domaine du sport. Jean-Jacques Gouguet écrit, quand il est intervenu à notre conférence Sport et décroissance 2, parce qu'on en a fait 2 à Poitiers pour parler de ces sujets-là, eh bien, il écrit que finalement c'est un autre type de société qu'il faut qu'on imagine, et le sport a sa place pour influencer cette autre société. Je vous ai mis, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, quelques images des collègues enseignants-chercheurs qui travaillent en sciences de gestion sur l'Anthropocène, et ça décomplexe le fait de pouvoir vous parler de ces sujets-là. Jean-Jacques Gouguet, et ce n'était pas à la conférence Sport et décroissance 2, c'était à Marcoussis, à la Fédération française du rugby, quand on a travaillé sur la soutenabilité des grands événements sportifs internationaux, a commencé son intervention par « Il n'existe pas de développement durable comme il n'y a pas de croissance verte ». Voilà, les choses étaient assez claires, et après on pouvait discuter. Vous donnez quand même 2 définitions de ces sujets-là, parce que parler de décroissance c'est bien, mais c'est peut-être bien de savoir de quoi on parle un peu plus précisément. Évidemment, citer Timothée Paris qui avec son titre « Ralentir ou périr ». Ralentir, dans le champ du sport, on a du mal, hein. C'est pas notre culture, et pourtant c'est le sens peut-être de l'histoire, en tout cas pour cette communauté-là, scientifique, économiste. Donc la croissance c'est quoi? La croissance c'est pas simplement la diminution du PIB, mais c'est en fait la réduction de la production et de la consommation. Sa définition est plus complète, hein, c'est évidemment choisi pour que ça soit le plus agréable possible. Et ce n'est pas une situation durable, l'idée c'est d'arriver jusqu'à une post-croissance, c'est-à-dire une réflexion où après on aura un rythme économique qui sera cohérent avec les limites planétaires. Donc la décroissance, évidemment, ça ne concerne pas tous les pays du monde, et ça n'est pas souhaitable que ça soit durable pour tout le monde, tout le temps. Le sport, je fais très vite, victime, coupable, mais ça vous connaissez ça par cœur. Moi je rajoute régulièrement influenceur. Victime, maintenant on a un plan d'adaptation qui vient de sortir à plus 4 degrés, donc ça veut dire la France à plus 4, ça veut dire le monde à plus 3. Je ne suis pas sûr que le sport soit encore un sujet à ce moment-là. Ça vous connaissez, c'était les travaux de WWF d'il y a quelques temps maintenant. Coupable, là j'ai repris la présentation du Shift Project qui est sorti il y a très peu de temps sur le foot et le rugby, qui est très intéressant. Mais j'ai rajouté quand même le récit sportif plus haut, plus vite, plus fort. La performance, le dépassement des limites, vous voyez bien à quel point le récit sportif il a aussi une influence sur la société. Quand je travaillais au comité national olympique et sportif français, j'ai travaillé avec le MEDEF, mais je l'avais fait aussi localement. Et dans la rencontre que j'avais fait avec eux, ils m'avaient dit « mais vous n'imaginez pas à quel point on envie le sport de pouvoir parler de performance, de dépassement des limites, etc. etc. parce que vous, c'est votre champ lexical, et on vous applaudit pour ça, et nous, on nous jette des tomates pour ça. Vous voyez bien à quel point le sport peut être aussi utilisé. Je pourrais vous dire quelques points là-dessus, y compris, hein, j'en ai parlé avec Alan, mais le regard critique que je peux porter sur ce travail-là, il est extrêmement intéressant parce que ça donne déjà quelques ordres de grandeur. Mais, et c'est tout à fait assumé par eux, et c'est très bien, ce n'est que sur le bilan carbone et le réchauffement climatique. Et ça peut parfois, je trouve, aussi laisser croire qu'avec quelques ajustements, on peut s'en sortir. Atteindre moins 80%, je ne sais pas si vous imaginez, atteindre moins 80%, avec des éco-sociaux conditionnalités, avec une limitation des transports carbonés, etc., etc. C'est quasiment impossible. Donc on peut peut-être atteindre avec un effort terrible moins 50%, mais si à côté de ça, Arnaud Soroy et les STAPS de Poitiers, et puis les autres STAPS, et puis les écoles de commerce qui font du management du sport, continuent de former des dizaines, des centaines d'étudiants à faire du management du sport et à développer de nouveaux événements. Vous avez bien compris que même si on diminue les événements de 50% sur leur bilan carbone, mais qu'on en crée beaucoup de nouveaux, on aura un problème sur la soutenabilité de l'ensemble qu'on va additionner. Donc il faut aussi, quand même, avoir un regard global sur ces sujets-là.
Gilles, j'ai noté, et je rejoins parfaitement, comment on fait pour faire plus vite, plus fort sur ces questions-là, et aussi arrêter de faire semblant. J'ai essayé de faire des citations, et je pense que c'est une partie de ça, c'est-à-dire que si demain la Fédération française de tennis de table fait un effort énorme et réduit de 50% ses émissions de CO2, si on reste là-dessus, de tonnes de CO2, mais si en même temps le président il a envie d'avoir 300 000, 400 000, 500 000 licenciés, eh bien globalement l'impact carbone du tennis de table va peut-être augmenter ou va se maintenir, et on sera loin des moins 80%. Donc il faut aussi qu'on ait l'honnêteté de se dire que le développement du sport fait que ça va être en contradiction avec une diminution globale de l'impact du sport sur la société. Et ça, c'est difficile, parce que pour nous tous, le sport, c'est bien, le sport, c'est bon pour la société, pour la santé, pour le vivre ensemble, etc. Donc, il faut qu'on ait cette réflexion-là toujours en tête, et peut-être qu'on aura des choix à faire à l'échelle notamment des collectivités territoriales. Je pense que l'échelon local est le plus important. J'essaie de faire assez vite. Je vous ai dit, le sport, pour moi, on oublie souvent, mais on s'en sert souvent dans un certain nombre de cas en disant le sport, c'est bien plus que 1,8 ou 2% du PIB, c'est bien plus que les 16 millions de licences, c'est un phénomène de société bien plus important que ça. Donc on est fort de ça, oui. Mais si on est fort de ça, ça veut dire qu'on a aussi une responsabilité très importante. On a une influence sur toute la société. Et donc cette influence, c'est les audiences télé, c'est les influenceurs sur les réseaux sociaux, Karine en a parlé tout à l'heure. Le problème, c'est que, alors je pourrais prendre des exemples positifs, mais là j'essaie de vous prendre aussi d'autres exemples, et notamment sur ces GESI, que ce soit dans le foot, sur les Jeux asiatiques ou dans le basket. Mais on pourrait en avoir beaucoup, on voit que cette influence, on peut aussi s'en servir, notamment sur la jeune génération, à leur donner un modèle qui n'est peut-être pas un modèle vraiment soutenable. Alors j'en viens et je termine. L'université, eh bien, j'ai découvert il y a très peu de temps ce travail d'un chercheur néo-zélandais. Et je vous propose j'ai essayé de récupérer juste quelques petits verbatim, quelques petits extraits, pardon. Si l'université veut jouer un rôle clé dans la transition écologique, elle ne peut se contenter d'ajouter des modules sur la soutenabilité. Moi, j'ai un problème, c'est que sur 4 niveaux, entre on ne fait rien, on ajoute, c'était le débat avec la NESTAPS ou la C3D STAPS, on ajoute des modules transition écologique à toutes les formations universitaires. Avec le projet EcoStaps, 3e niveau, on va essayer de faire en sorte que ces modules-là soient spécifiques au domaine du sport. Et moi, vous allez comprendre que ma difficulté par rapport à ça, c'est que je pense qu'on va se retrouver très vite en situation de contradiction. C'est-à-dire qu'on va faire ces modules-là, puis quand on aura fini le module, ils vont basculer sur un cours de marketing, et puis les étudiants vont nous dire « Mais attendez, monsieur, il y a un problème, on vient de vivre ce module-là, et vous nous proposez de faire ça. » Et donc là, on va être en rupture, les étudiants et nous, et ce débat qu'on va avoir avec eux va être extrêmement compliqué. Donc à un moment, il va falloir qu'on assure une certaine cohérence. Quand moi j'avais parlé de ces sujets-là avec Aurélien Pichon, l'ancien président de la C3D STAPS, qui est mon doyen, qui était mon doyen, il ne l'est plus en STAPS à Poitiers, il m'a dit « Est-ce qu'on monte un DU sport dans un monde en décroissance ?» Et je lui ai dit « Je ne m'imagine pas monter un DU sport dans un monde en décroissance et à côté de ça, continuer à animer le master management du sport. » Donc je vais former 40 étudiants à devenir des étudiants en management du sport et développer plein de choses. Et ce qui fait rêver les étudiants, c'est l'événementiel et le sport pro. Je fais court. Et d'un autre côté, faire un DU qui va prôner l'inverse. Donc à un moment, il va falloir qu'on se pose ces vraies questions, et c'est ce que Robert J. Stratford évoque dans cet article-là. Donc il faut repenser en profondeur ses fondements, ses méthodes et ses objectifs, repenser les savoirs et leurs finalités en intégrant les interdépendances entre les systèmes sociaux, politiques et naturels. Je crois qu'une des parties de la réponse des sujets qu'on a traités aujourd'hui, en tout cas moi j'ai écouté qu'aujourd'hui, c'est d'assumer notre rôle politique et sortir de la culpabilisation individuelle pour aller dans une démarche politique. Quand j'échange avec mes étudiants, je vois bien que c'est extrêmement compliqué et qu'ils se disent en fait nous on ne peut rien faire. Et ça c'est quelque chose sur lequel j'essaie de lutter avec eux pour leur dire que demain vous allez être manager dans des organisations, donc vous allez avoir un rôle politique. Alors c'est pas avoir sa carte dans un parti politique et être président du Sénat ou de l'Assemblée nationale ou maire, etc. Mais c'est un rôle politique extrêmement fort dans les organisations. Cette ambition suppose une véritable volonté de rupture. Je crois qu'on ne peut pas faire l'économie de parler de ça. Tout à l'heure, j'ai noté dans les mots-clés aussi capitalisme, patriarcat, colonisation. Je partage ce diagnostic-là, avec un modèle qui a longtemps ignoré les limites du monde dans lequel il s'inscrivait.
Et donc pour moi, aujourd'hui, la question qui se pose, j'ai beaucoup de questions, j'ai peu de réponses, hein, je suis désolé, j'ai beaucoup de doutes que je partage avec vous, mais la question que je me pose sur la formation Master Management du sport à Poitiers, on va repenser les maquettes, on va arriver à la fin d'un cycle, on va repenser les maquettes. Potentiellement, moi je rêverais de mettre en place une formation, un Master Management du sport dans un monde en décroissance. Management, juste pour... Ça vient de ménager, c'est quand même drôle. Hein. Économie, c'est économiser aussi. Enfin, on peut travailler sur les mots, ça serait intéressant. Ça serait formidable, mais il va se poser plein de questions. La compétence qu'on va avoir, nous, alors on peut s'appuyer sur aussi des collègues enseignants-chercheurs dans d'autres domaines, évidemment, pour venir parler de ces sujets-là. Mais après, le vrai sujet, c'est que si on propose ça aujourd'hui, on n'a pas forcément d'étudiants. C'est-à-dire que les jeunes sont sensibles à la question environnementale, oui, ils ont été sensibilisés, mais déjà, le niveau de curseur, les jeunes, ça ne veut rien dire. Il y a plein de jeunes différents, et il y en a qui sont sensibles, et d'autres beaucoup moins. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, si à Poitiers, on proposait ce type de formation, on aurait des candidats? J'en suis pas sûr. J'en veux pour preuve qu'on est dans le cadre d'une co-accréditation, on est le master qui attirons le plus d'étudiants sur l'ouest de la France, mais parce qu'on est le master le plus gestion, on est en partenariat avec l'IAE de Poitiers. D'autres masters qui sont plus histoire, sociaux, attirent moins d'étudiants. Donc si demain on est sur ce type de formation, je ne suis pas sûr qu'on ait des étudiants. Et puis une fois qu'on a des étudiants, c'est bien, mais quand on est prof, on a aussi envie qu'ils réussissent après professionnellement, donc on aura envie qu'ils aient des débouchés professionnels, même si on ne forme pas les étudiants que à ça. Et ça, je le découvre toujours un peu plus en avançant. Et donc, est-ce qu'il y aurait des organisations qui voudraient avoir des gens pour les aider à ralentir, à décroître peut-être, à renoncer? Est-ce que Gilles, tu prendrais des étudiants? Alors Gilles, il a le casquette STAPS aussi, mais est-ce qu'on aurait ça pour ne pas faire semblant, en fait, sur la question de l'événementiel, sur la question des compétitions internationales, mais aussi sur notre organisation locale, parce que c'est un peu facile de dire toujours le sport pro, le sport de haut niveau, etc. Moi, par exemple, je rêve que le Shift Project, je vais leur demander, sur le groupe sport, ils essaient de travailler sur l'impact d'une décision politique qui a été de dire on oblige le sport à s'organiser administrativement comme les nouvelles grandes régions. Est-ce que, du coup, quel a été l'impact carbone, et on reste là-dessus parce qu'on arrive à le calculer, quel a été l'impact carbone de passer du Poitou-Charentes pour nous, 4 départements, Vienne, Deux-Sèvres, Charente, Charente-Maritime, à la Nouvelle-Aquitaine, 12 départements, la taille de l'Autriche. Voilà, ça a été imposé, le mouvement sportif a suivi, et du coup, ça nous oblige, dans un premier temps, on fait des championnats régionaux à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, taille de l'Autriche, donc c'est les championnats de l'Autriche, si vous voulez. Et après, faut redéconstruire ça et refaire ça, et on se met engueuler. C'est ça qui se passe. Donc c'est extrêmement compliqué. Pardon. J'en ai terminé, et je vous remercie beaucoup, et je m'excuse encore de ne pas avoir écouté les 2 jours. Peut-être juste, parce que je ne l'ai pas fait, et puis mes deux collègues vont m'en vouloir. Pour être le plus concret possible, on vient de sortir avec, et on ne touche pas de droit d'auteur, donc comme ça je suis très à l'aise pour vous faire la promo du bouquin, mais avec Bruno Lapéroni, que certains peut-être connaissent, et avec Bastien Violet, on a sorti un petit livre sur les événements sportifs territoriaux, défis et perspectives. On ne parle pas de décroissance parce qu'il y a 21 auteurs dedans, donc on en parle, mais chacun à son niveau. On n'est pas tous sur le même niveau, c'est ce qu'évoquait Didier tout à l'heure, on n'est pas tous sur le même niveau, donc on en parle indirectement. Mais en gros, la solution qu'on prône, c'est d'avoir une réflexion et de ne pas laisser les dirigeants, notamment ceux-là, c'est des dirigeants bénévoles, c'est des associations qui organisent ce type d'événements, seuls face aux questions qui vont se poser dans les années qui viennent, peut-être sous contraintes réglementaires, et donc ne pas les laisser seuls. Et je pense que le travail de chercheur, c'est aussi de faire un peu de prospective et d'accompagner ces réflexions-là. J'ai oublié de vous dire que je finirai sur une note positive. Je pense que la solution est en partie dans le sport. Je pense qu'on s'en sert très mal, mais les associations, nos associations, nos 160 000 à 180 000 clubs, suivant si on prend s'ils sont fédérés, ou 350 000 si on prend celles qui sont en plus non fédérées, c'est des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Vous imaginez juste, et je termine avec ça, qu'en France, quand même, on reconnaît officiellement l'économie sociale et solidaire. Il y a des régions un peu moins que d'autres, je le dis ici, je me comprends. On reconnaît officiellement l'économie sociale et solidaire. Ça veut dire quand même qu'on reconnaît aussi officiellement que le reste de l'économie n'est ni sociale ni solidaire. Merci. Merci beaucoup. Fabuleux, fabuleux.
donc je fonctionne avec celui-là. Il me revient la difficile tâche de faire une synthèse et de clôturer. J'ai regardé mon chrono et comme j'ai mis la pression sur tout le monde toute la journée, il va falloir que j'y arrive, ce qui est totalement impossible, mais je vais essayer. J'ai sélectionné au cours de la journée des mots, des expressions, des idées, et je vais vous les envoyer en salve, et ça vous fera repenser à ce que vous avez entendu au cours de la journée. Au-delà des idées, moi, il y a 3 choses qui m'ont frappé. La première, c'est l'énergie. C'est-à-dire que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'énergie dans ce rendez-vous que nous avons organisé ensemble, entre hier et aujourd'hui, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui en voulaient, qui avaient l'ANIA, qui étaient motivés. Il n'est qu'à voir et à entendre ce qu'on a entendu sur les 2 dernières sessions, des gens qui étaient, waouh, ils étaient à fond, quoi. Et c'est super important. On a connu en France la période de l'écologie punitive, une écologie noire, une écologie punitive au sens premier du terme. Et là, j'ai senti de l'enthousiasme et de l'énergie. Et ça me fait énormément plaisir parce que, vous le savez, ça fait plus de 20 ans que je travaille sur ces thématiques dans le monde du sport et on a vraiment une période glauque, quoi. Et je commence à trouver qu'on sort du tunnel. Donc ça, c'est important, même si la situation s'est pas forcément améliorée, quoi. Foisonnement d'idées, foisonnement de pratiques, foisonnement de solutions. Quand j'ai commencé il y a 20 ans, il y avait, je ne dirais pas qu'il n'y avait rien, mais quasiment rien. Aujourd'hui, il y a des solutions. C'est-à-dire qu'elles sont partagées. On en a entendu toute la journée. Et ça, c'est vraiment important. Ensuite, Madame Sneak est revenue pour la fin de journée. Merci à Julie d'être revenue. Passer d'une économie extractive et destructive à une économie régénérative. Régénérative. Ça résonne avec ce que nous a dit notre collègue du PRNSN tout à l'heure. Réapprendre à vivre, se reconnecter avec le vivant, c'est de ça dont on parle, quoi. C'est-à-dire qu'on vit notre sport d'une manière consumériste, extrêmement destructrice. Comment peut-on repenser, remettre tout à plat pour apprendre à regarder autour de soi, à prendre le temps donc s'éloigner du mètre et du chronomètre pour repenser les choses différemment. Repenser les choses différemment. Donc ça, c'est vraiment important. D'autant plus qu'on a plein de signaux qui nous sont envoyés qu'on peut y arriver, quoi. La problématique de la transversalité, elle a été comprise. Il faut être transversaux. On a entendu toute la journée que les jeunes ont une pêche d'enfer. Vous avez entendu les interventions de nos collègues de collège, lycée, etc. C'est hallucinant ce qu'ils arrivent à faire, quoi. Et en STAPS, c'est hallucinant également. Donc on a la matière première, on a l'énergie, on a les ressources humaines, et il faut s'appuyer dessus. Après, la problématique qui se pose, c'est comment embarquer les gens, comment les embarquer. Donc c'est vraiment la problématique des outils. Donc ça pose la question des motivations, parce que pour embarquer les gens, il faut qu'ils soient motivés. Vous ne ferez pas ça contre leur gré, quoi. Ça pose la question donc des profils des apprenants, ça pose la question des maquettes, effectivement, comment on conçoit des maquettes qui embarquent les gens, qui fassent fantasmer les gens, qui soient sexy. Donc ça, c'est un vrai problème. Après, il y a différentes choses que j'ai vues ressortir et qu'on croise depuis des années. C'est la question de enseignement spécifique ou tronc commun. Et la tendance, ça doit être transversal, ça doit traverser tous les enseignements. Et ça a encore été dit sur la dernière... vous sortez d'un cours où on parle d'économie régénérative, de rencontre avec le vivant, et vous allez en cours de finance le cours d'après, et on vous dit exactement le contraire, quoi. Donc, quelle cohérence, lettre majuscule, quelle cohérence. Ce qui est important dans l'évolution des discours, comment embarquer, c'est qu'il faut avoir un discours qui soit sexy, positif, pas culpabilisant, enthousiasmant. Donc, comment on choisit des mots différents pour qu'à la fin, les gens nous disent « Waouh !» C'est ça qu'on veut entendre. Et pas « J'ai envie de me pendre dans les toilettes » tellement c'est plombant comme discours, quoi. Donc, c'est ça la bascule qu'on doit opérer si on veut engager les gens. Eh bien, d'où la gamification. Il y a une dimension de gamification aujourd'hui dans le sport qui est très importante parce que même si ça paraît un peu artificiel, etc., ça permet de retenir l'attention des gens et de les embarquer. Et après, c'est à nous de faire le boulot pour qu'ils restent sur le bateau avec nous pour avancer. La question essentielle, c'est la question des alignements.
On n'est pas tous au même niveau de connaissance, au même niveau d'exigence, on est des acteurs différents dans le champ sportif. Comment on arrive à aligner les discours et les pratiques? Et j'ai beaucoup aimé, je crois que c'est toi Karine qui l'a dit, cet alignement entre la vie personnelle, la vie professionnelle et j'ai rajouté la vie sportive, parce que toi tu es prof, donc vie professionnelle, prof de PS, mais comment on arrive à aligner tout ça pour créer de la cohérence, quoi? Parce qu'on ne peut pas vendre une salade et faire exactement le contraire dès qu'on a refermé la porte de la fac. C'est pas possible, c'est juste pas possible. Donc ça, c'est vraiment... Moi, je me souviens, mon premier cours sur l'éco-responsabilité, c'était à l'INSEP au début des années 2000. Il y a un gars qui a débarqué, il nous a fait une journée entière de formation professionnelle continue sur le développement durable. Et le type, il était dans une grosse bagnole, il est reparti avec sa grosse voiture, c'est une énorme Mercedes, chez lui derrière. C'est intenable, insoutenable, impensable, obscène, je ne sais pas quel est le mot, quoi. Donc la cohérence, elle est essentielle. Autre point extrêmement important, vous savez, on a discuté pourcentage de RSE, RSO dans les cours. Alors moi, je suis à 15%, moi, je suis à 75%. Ce n'est pas la question des pourcentages, c'est la question du cheminement. On vient d'où et on va où? C'est ça la clé. Donc, certes, le CDES est à 15%, mais ils étaient peut-être à 0, ou ils étaient à 5. Mais ils sont en train de faire le taf pour faire évoluer les choses. C'est ça qui compte. Certes, la Formule 1, ça crame de l'essence et des pneus, mais ils en étaient où? Ils en sont où aujourd'hui? Et puis, petit rappel, les pneus et le kérosène, c'est 2% du bilan carbone des événements du sport automobile. C'est les spectateurs, le problème. C'est pas l'essence et c'est pas les pneumatiques. Autre point hyper important, former à construire le sport de demain. Là, c'est un point essentiel. C'est-à-dire comment on repense tout, et ça pose la question de la cohérence. Comment moi je peux continuer à défendre l'idée sur la décroissance, ou etc. Et puis ensuite avoir une formation où on va former des gens qui vont faire le business as usual. C'est juste pas possible. Donc on retombe sur la question de la cohérence, quoi. Donc comment on amène des étudiants ou des bénévoles dans des structures ou des staffs professionnels, comment on les amène sur le chemin vers lequel on doit tous aller, qui est un chemin pour une planète qu'on veut beaucoup plus désirable, quoi. Il y a quelque chose qui m'a énormément frappé, c'est l'intervention de Mourad tout à l'heure, qui a dit, et ça m'a choqué, comment voulez-vous parler de RSO et de RSE à des associations qui n'ont même pas de projet associatif? J'ai passé l'agrégation d'éducation physique il y a très très longtemps. Mon sujet d'agrégation, c'était sur le projet d'EPS. C'était l'époque du projet d'EPS. Et j'avais commencé par cette phrase, je suis un petit peu désolé, c'était une phrase de Molière, c'était « on n'exécute pas tout ce qui se pose et le chemin est long du projet à la chose ». Des projets, on en a des tonnes, mais quels sont les projets qui vont au bout, quoi? Donc la question du projet, elle est essentielle, parce que s'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de projection dans le futur. Donc on ne sait pas où on va. Donc il faut qu'il y ait un projet. Donc première étape, qu'on soit politique des petits pas ou qu'on veuille faire des très grands pas, il faut passer par la définition d'un projet. Parce que le projet permet de dire, permet de savoir où on est, où on va, à quelle échéance, avec quels moyens, etc. Donc cette question du projet, elle est vraiment essentielle. Cette histoire de la fédération à mission, elle est essentielle. De la même manière que les entreprises à mission font la différence, les fédérations à mission doivent faire la différence. Parce qu'il en faut une, ça sera sans doute, peut-être, sans doute, la Fédération française de tennis de table, mais il en faut une pour commencer. Et quand il y en aura une qui l'aura faite, les autres vont suivre le mouvement. Et comme la ceinture de sécurité, dans 40 ans, on n'en parlera même plus, parce que tout le monde sera à mission. Ce sera dans la logique des choses, quoi. Comme l'écologie, on ne fait pas un module d'écologie dans l'absolu, c'est absurde. L'écologie, elle est partout, elle transpire partout, elle n'est pas politique. Enfin, elle est politique au sens... parce qu'il faut prendre des décisions politiques, etc. Mais elle est partout, elle infuse, elle diffuse partout. Donc c'est nous au quotidien, quoi, l'écologie. Une phrase qui m'a marqué aussi, c'était une phrase de Stanislas du Cosmos, qui a dit il faut structurer le secteur par la professionnalisation. Et je viens d'un sport, il y a très très longtemps, j'étais dans le triathlon, et on s'est rendu compte que pour que le triathlon devienne olympique,
ce qui est devenu le cas à Sydney en 2000, il fallait qu'on professionnalise le système, c'est-à-dire qu'on le standardise, qu'on l'uniformise. Alors c'est terrible ce que je vous dis, parce que c'est l'antithèse de la complexité du réel, mais la professionnalisation, c'est mettre en place des dispositifs, mettre en place un niveau minimum qui permet de changer de registre, quoi. Et la formation, c'est le passage incontournable, quoi. Pour professionnaliser les gens, on doit dépasser, c'est pas de la sensibilisation, quoi. C'est de la formation. Donc on retombe sur cet enjeu incroyable qu'est la formation et qui est totalement sous-évalué. C'est que sans la formation, no future. Parce que, tu l'as dit sur ta dernière intervention, former à quoi? Donc il y a la formation, mais former à quoi? Les dirigeants de demain. Quel type de dirigeants on veut pour demain? Les décideurs de demain. Pensez à Sandrine Legendre qui parlait de son élève qu'elle a eu pendant toute sa scolarité et qui aujourd'hui fait Sciences Po parce qu'elle veut changer le monde. C'est merveilleux, quoi. Ben, en fait, notre rôle de formateur, c'est ça. C'est d'amener des gens dans un registre de pensée et d'action qui fasse qu'on transforme le monde le plus rapidement possible. Alors, il y a d'autres choses. J'ai beaucoup aimé les 4 mots que tu as utilisés. Je veux qu'on les ait en tête. Contradiction. On est pétri de contradictions. On dit des choses, on fait le contraire. Ou on fait des choses, mais au quotidien. Mais le cheminement, il est fait de contradictions. Donc Spinoza disait l'erreur est une vérité incomplète. On passe notre temps à se planter, mais si on prend en compte nos erreurs, on progresse. Et en fait, nous, dans le monde du sport, dans tous les secteurs, on fait des erreurs. Mais il faut avoir la capacité à identifier ces erreurs pour progresser. Ce qui nous amène à une phrase que j'ai utilisée en tout début de ces états généraux, c'est la capacité que doivent avoir les acteurs du sport de descendre du vélo pour se regarder pédaler. Descendre du vélo pour se regarder pédaler. J'ai bossé 20 ans à l'INSEP. Pendant 20 ans à l'INSEP, on était sur le vélo au taquet pour produire des champions olympiques. Donc on était totalement incapable de faire un pas de côté ou un pas en arrière pour tout repenser, tout remettre à plat. Si on le fait quand? On le fait quand il y a une crise majeure, qui peut être une crise économique, financière pour une fédération, qui peut être une crise de résultats sportifs à des championnats du monde. Comment se fait-il que telle équipe nationale française soit passée totalement à travers? Donc c'est démission de l'entraîneur national, le DTN, le président, mais on n'a rien résolu en démissionnant. Mais c'est là qu'on remet les choses à plat. La crise, au sens grec du terme, krinein, c'est ça l'idée. C'est un moment incroyablement intense qui nous permet de changer de registre, d'évoluer différemment, de repenser les choses, de repartir sur des bases qu'on imagine plus saines si on croit en l'espèce humaine. J'ai encore plein de choses à dire, mais j'ai déjà dépassé mon temps de parole et je voudrais juste terminer par cette idée, c'est que on veut former à quoi? Je reviens sur cette idée. On veut former les décideurs de demain, d'après-demain, mais on va essayer de demain ou de ce soir, le plus tôt possible parce qu'il y a urgence, parce que le demain, ce demain en question, on le veut plus viable, plus désirable. On a beaucoup parlé de nos enfants, j'ai été surpris. Il y a beaucoup d'intervenants qui ont parlé de leurs filles, de leurs enfants. Je me souviens de Paul, tu as fait la même remarque, et c'est une vraie problématique. Et cette problématique, moi qui ai beaucoup d'étudiants, j'ai parfois des étudiants dans les formations qui ont déjà des enfants. Et ils ont une lecture totalement différente des problématiques, qu'elles soient de durabilité ou pas, parce qu'ils ont des enfants. Et alors je vois en plus dans la salle certains de mes étudiants, et donc dans la promo que j'ai à Paris School of Sport, il y a différents profils, mais ce qu'on remarque de manière très, très claire, c'est que la notion d'empathie, la notion d'humanité, etc., ça s'acquiert avec le temps, ça prend du temps, il y en a qui l'ont naturellement, c'est fabuleux, il y en a qui l'acquièrent, et il y a un passage obligé, quasiment obligé, c'est quand on commence à avoir des enfants, parce que la famille nous fait repenser complètement le vivant. Ben, je trouve que le sport, c'est une famille, et ce que j'aimerais, c'est qu'on la pense comme ça. Parce que si on réapprend à vivre ensemble dans le secteur sportif, en prenant en compte ce qui se passe autour de nous, c'est-à-dire les autres, mais aussi l'environnement, la nature. Merci infiniment à notre collègue du PRNSN d'avoir
explosé les limites avec son intervention qui était remplie d'oxygène. Si on arrive à penser différemment le monde du sport sur les bases de ce qu'on a entendu hier aujourd'hui, on est sur le bon chemin. Je vous remercie de votre attention et bon retour dans vos domiciles respectifs.